Monsieur le ministre, qui est sur le point d'arriver, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs, chères consoeurs, chers confrères, chers amis, il y a 10 ans, disparaissait Jacques Vergès. Au beau milieu de l'été, avec la bâtonnière en exercice, Christiane Ferralschul, nous assistions à ses obsèques. Marque de respect à l'égard d'un grand avocat, autant que devoir moral. Et j'ai relu Beauté du crime, l'un de ses nombreux ouvrages sur la défense, publié en 1988, qui traite de l'omniprésence du crime, de la part maudite de l'humanité et de la nécessité de la regarder en face sans détourner le regard. À l'époque, j'avais 5 ans de barre, j'en ai plus de 40 à cet instant. Les mots ont gardé toute leur force et leur saveur. Je le cite. Si loin que je me souvienne, la justice ne m'est jamais apparue comme une calme pesée d'âme faite par des juges assis et sacrés. Son symbole pour moi n'a jamais été la balance du marchand, mais la sagaie du guerrier. La vie pour moi, c'est chaque jour la rencontre de milliardaires et de mendiants, de saints et d'assassins, de militants et de flics, de juges et de gardiens de prison, de journalistes et de poseurs de bombes. Et il rappelait dans son ouvrage à ce sujet qu'il était l'avocat de l'Asala, l'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie. Il poursuit « L'infraction est caractéristique de la société humaine. » Et je pense à l'Arménie, je pense au Haut-Karabakh, je pense à l'Artsakh, je pense à l'épuration ethnique de 120 000 Arméniens dans l'indifférence de la communauté internationale. Je pense à Israël, je pense à tous ces innocents, ces enfants, ces femmes, ces hommes arméniens, juifs, une fois encore victimes des pires pogroms, des crimes de sang, enlevés, égorgés, déportés, décapités, violés, démembrés, massacrés, génocidés. Et au massacre s'ajoute la haine, l'antisémitisme, le racisme, dans leur répugnante recrudescence contre laquelle il nous faut lutter sans cesse et de toutes nos forces. Je pense aux innocents, aux enfants bombardés de Gaza qui écrivent leur nom dans la paume de leurs mains pour que leur corps puisse être identifiable sous les décombres du droit international, sous les décombres des lois de la guerre, autant de lois sanglantes. Je pense aux avocats de Gaza, nos confrères bombardés. Je pense à notre consoeur, Hamid Soussana, avocate israélienne, otage du Hamas depuis le 7 octobre 2023, parce que juive. Le 7 octobre est une journée de génocide, un plan concerté pour tuer des juifs, pour exterminer des juifs, parce que juifs. Je pense à nos 5 confrères israéliens tués par les roquettes du Hamas et dont les cabinets ont été détruits. Je pense à notre confrère palestinien, Raji Sourani, fondateur et directeur du Centre palestinien pour les droits humains, ancien vice-président de la FIDH, lauréat du prix des droits de l'homme de la République française, qui réclamait il y a peu son évacuation de Gaza et qui a pu en sortir. J'y pense parce que je suis arménien par le sang et par le cœur, parce que je suis juif par le cœur, parce que je suis de Gaza par le cœur, parce que de 1940 à 1970, des Arméniens rescapés du génocide de 1915 vivaient paisiblement à Gaza, comme nous le montre l'œuvre du photographe Kegam Djegalian. Alors Gaza, prison à ciel ouvert, cimetière à ciel ouvert, mais réservoir à ciel ouvert des sanguinaires de la pire espèce, ceux du Hamas, nous les avons vus dans leurs œuvres répugnantes, abjectes, qui révoltent
la conscience, l'épouvante et l'horreur. J'y pense parce que je suis avocat et que la défense de l'humanité incombe aux avocats, même si je n'arrive pas à surmonter un indicible sentiment d'impuissance dans ce monde à la dérive qui va de folie en furie. Alors bien sûr, seul le droit peut nous sortir de la violence. Mais attention aux violences commises au nom du droit. À Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux, que je salue, le Saint-Siège, par la voix du pape François, a murmuré à ce sujet. L'état de droit est au service de la personne humaine et vise à en sauvegarder la dignité. Ce qui ne souffre jamais aucune exception, c'est un principe. L'état de droit est un sacerdoce. Comment accepter qu'en son nom, le pire soit commis, voire justifié? Une question. L'état de droit a-t-il le droit de délivrer un permis légal d'humilier aux forces de l'ordre? Un permis légal de tuer? Rappelez-vous, avril 2020, île Saint-Denis, des policiers interpellent un homme de nationalité égyptienne, nationalité sur la foi de laquelle il se croit autorisé à lui dire « Il ne sait pas nager, un bico comme ça ne nage pas ». Ce sont les mots de la ratonnade du massacre du 17 octobre 1961 par les mêmes, les casqués à matraque. Ici, on noie les Algériens. À Sacoul, tu aurais dû lui accrocher un boulet au pied. À ce sujet, Jacques Vergès employait le mot arabicide. Et comment ne pas y revenir? Là aussi, Jacques Vergès aurait eu des mots, et je vous épargne Naël, et dit amputé d'une partie de son crâne pour survivre. Cet événement m'a ramené dans un passé lointain auprès d'un petit garçon que je connais bien. Un garçon, petit-fils d'apatride, exilé, banni des plaines verdoyantes de l'Ararat et du village héroïque de Chabin Karaïssar, qui toute son enfance a eu droit aux insultes, au sale arabe. Mais quel travail d'arabe pour signifier la médiocrité de nos devoirs de classe. Sale algérien, sale arménien. Mais je suis français, répondais-je à mes camarades de classe, desquels nous nous protégions en nous recouvrant le visage de savon, sans nous rincer, pour leur prouver, comme un défi, que nous avions fait notre toilette avant l'école, parce que affreux, sale et méchant. J'y ai eu droit. Sans doute est-ce cette épreuve de l'injustice qui a fait de moi un avocat. Et ma rencontre avec les mots, avec la parole, a guidé mon combat pour l'égalité et contre la haine. Ces mots qui peuvent tuer autant qu'ils peuvent sauver. L'injure raciste et antisémite et la violence raciste et antisémite sont des composantes ataviques de notre patrimoine culturel. C'est le rôle du droit de lutter contre la haine de l'autre, non de la flatter, encore moins de la légitimer. C'est le rôle du droit de lutter contre les inégalités, non de les renforcer, encore moins de les légitimer. Ne démissionnons pas, ne cédons surtout pas au confort douillet de l'entre-soi, auquel je préfère l'errance initiatique. La véritable révélation issue de ces faits dramatiques à propos de la mise en cause des gardiens de l'ordre moral et de la paix républicaine concerne la mise en lumière de l'intrusion aussi intolérable qu'incessante de l'exécutif dans l'univers judiciaire. Vous, procureur, que François Molins, cité par notre confrère Raphaël Kempf, qualifie au répertoire de procédure pénale d'agents du pouvoir exécutif, vous les poursuivrez tous, sans deux poids deux mesures. Nous, avocats, nous les défendrons tous, jusqu'au pire d'entre eux. C'est le sens de notre serment. Vous, magistrats du siège, vous les jugerez tous, sans deux poids deux mesures, devant toutes les juridictions, quoi qu'il en coûte. Car la justice est notre bien commun, inestimable, et elle coûte. Alors saluons notre ministre de la Justice en ce qu'il a obtenu l'augmentation historique de son budget. Mais nous sommes encore loin du compte. Attention à la justice à deux vitesses qui maltraite malgré elle certains justiciables et les magistrats eux-mêmes soumis à des cadences intenables. Le justiciable ne mérite pas d'être jugé au beau milieu de la nuit ou au petit matin, au rythme des rotations, des cadences infernales de l'usine.
Avocats, magistrats, greffiers non plus ne méritent pas de tels traitements et doivent bénéficier de leur pleine capacité de concentration et d'attention pour suivre les débats et pour que soit rendue une justice éclairée comme le juge la CEDH. Alors, imagine-t-on une justice financière avec des audiences qui prendraient fin aux premières heures de l'aurore? Il est 5 heures, Paris s'éveille et la justice d'urgence reste en éveil, dans un contexte où la presse nous annonce que les commissariats de police sont saturés par 2,7 millions de procédures en souffrance. Et c'est bien de souffrance dont il s'agit. Chacun doit pouvoir se défendre au plein de ses capacités. La justice ne peut pas être une souffrance. Jamais. Attention à l'égalité donc, mais attention aussi à la liberté, ou mieux à la lutte contre les abus de pouvoir. N'oublions pas que nous sommes, avocats et magistrats, les gardiens de l'état de droit. Nous devons avoir les moyens d'accomplir notre mission. Et nous aussi, avocats, comme les magistrats, nous ne pouvons être entravés. Pour qu'existe une défense forte, que Jacques Vergès définit comme un art autonome, il nous faut des avocats libres d'exercer leur sacerdoce, sans entrave ni intrusion, qu'elle soit judiciaire ou législative. Vous me connaissez, je ne changerai pas. Pour moi, une seule perquisition chez l'avocat, c'est déjà et toujours une de trop. La loi Confiance, qui a posé l'exigence de démonstration de raisons plausibles contre l'avocat mis en cause, est soumise à l'appréciation du JLD, n'en a pas réduit le nombre. Elles n'ont jamais été aussi nombreuses. 34 avocats perquisitionnés à ce jour, en 2023, un record depuis 2008. La perquisition systématisée à outrance est le marqueur d'une inquisition symbolique chez le journaliste comme chez l'avocat, alors que secret des sources et secret professionnel sont les fondements de la démocratie judiciaire. Le barreau ne peut pas vivre sous contrôle judiciaire généralisé dans un climat de suspicion permanente, avec son cortège d'atteintes à notre secret professionnel qui couvre autant l'activité de défense que la consultation juridique, comme le juge la Cour de justice de l'Union européenne. D'autant que ce sont des magistrats civilistes qui ont jugé que le procédé répulsif et intrusif des fadettes constituait une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la CEDH qui inclut le secret professionnel des avocats. Et nous savons que la jurisprudence civile est très souvent protectrice des garanties fondamentales. De son côté, le législateur, pourtant gardien de l'état du droit, a préféré l'activation à distance des appareils électroniques dont seule la retranscription, pas la collecte des données, était à peine de nullité pour les avocats, les magistrats, les journalistes, jusqu'à l'heureuse censure du Conseil constitutionnel qui a jugé que le législateur a permis qu'il soit porté au droit au respect de la vie privée, une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Et comme le fait observer un magistrat, de quelle méthode de barbouze n'avons-nous pas été sauvés par cette décision du juge constitutionnel? Avec la bâtonnière de Paris, le Conseil de l'ordre, la commission pénale du Conseil, j'ai mis tout en œuvre pour tenir en échec cette réforme liberticide. Et je suis fier du résultat obtenu. Merci au Conseil national des barreaux, à la conférence des bâtonniers, à l'ordre de Paris pour leur énergie commune à contester ensemble cette réforme condamnable. Égalité, liberté, donc, sont les armes du droit pour tenir en respect la violence et rendre possible la vie en société. Il ne manque plus à l'appel que la fraternité, pierre angulaire qui nous permettra de les mettre en œuvre. Mais là encore, la lucidité est de mise. Nous devons accepter la réalité, comme nous y exhorte d'ailleurs le sociologue Michel Maffezoli, et cultiver ce qu'il nomme si bien une fraternité d'hostilité, une harmonie conflictuelle. Ce qui rapproche avocats et magistrats, c'est leur devoir respectif de jouer leur rôle de contre-pouvoir dans le respect mutuel
pour protéger l'État de droit contre les abus de pouvoir qui le menacent constamment. Montesquieu voulait que le pouvoir arrête le pouvoir. Sachons distinguer la saine et franche opposition des vaines et puériles querelles d'ego, voire de la haine destructrice. Le combat judiciaire doit rester professionnel, il ne saurait être personnel. Combat, oui, mais à la loyale, sauf à instrumentaliser le droit et nos pouvoirs pour nous faire la guerre, une guerre fratricide. Et il peut arriver que la justice de la République, soucieuse de l'équilibre entre intérêt public et intérêt privé, décide de se faire un procès à elle-même, convaincue de faire le procès d'un autre. Faute de respecter cette règle non écrite de savoir-vivre judiciaire, il est facile de verser dans l'auto-incrimination de la famille judiciaire, voire le suicide collectif, et de trahir la confiance des justiciables déjà bien éprouvés. Nous devons les uns et les autres faire notre examen de conscience, notre autocritique. C'est la preuve de notre humilité et de notre courage. Culture du conflit pour l'avocat. Et c'est la confraternité qui en pâtit trop souvent, de plus en plus d'ailleurs. Culture de l'autorité chez les magistrats. Et ce sont les reproches de l'autodéfense, de l'autoprotection, de la vie en autarcie, de la sphère de l'impunité qui guettent. Nous devons apprendre à ne pas dramatiser le conflit, mais à l'incarner dignement. Cessons de pénaliser le débat judiciaire. Ne nous laissons pas gagner, nous aussi, par l'intolérance à la critique et surtout par l'obsession de l'offense. Car n'oublions pas que le droit a pour fonction de canaliser la violence, l'agressivité, la part d'ombre de chacun, chacune d'entre nous. Canaliser n'est pas supprimer, être dans le déni. La société nous demande d'assurer notre rôle d'instance cathartique. À défaut, le théâtre des passions humaines se déplace en d'autres lieux que notre enceinte judiciaire, notamment dans l'espace médiatique. Alors oui, les avocats ne peuvent pas, ne doivent pas se laisser culpabiliser, se laisser couper le sifflet. Pour être avocat, pour être juge, il faut du courage. Courage de l'avocat au risque de déplaire, au risque d'être poursuivi. Courage du juge d'écouter et d'entendre au risque d'être heurté. Courage dont je vous donne la définition de Jean Jaurès, cité par Renaud van Ruynberg en exergue à ses mémoires d'un juge trop indépendant. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Alors que penser des incidents d'audience? L'avocat est libre de tout dire pour la défense, pour que règne la force du droit à défendre, à se défendre. Et il est exclu de renoncer à ce que nous sommes. Avec la bâtonnière Julie Couturier, nous n'avons d'ailleurs eu à déplorer d'une manière générale aucun incident d'audience durant notre mandat qui s'est déroulé parallèlement au vôtre, Monsieur le procureur général, cher Rémy Heitz. Précisément, nous n'avons jamais eu à déplorer le moindre incident en perquisition au cours de notre mandat, si bien que j'y vois la preuve d'un réel progrès dans la relation avocat-magistrat. Et nous savons que le juge des libertés et de la détention, en cette matière intrusive, en première instance, comme on l'appelle, possède une conscience aiguë de son rôle de juge de la loyauté et de la régularité de l'enquête à travers la protection des droits fondamentaux, comme l'indique le rapport Jacques Beaume. Oui, nous autres, avocats, sommes ces râleurs, jamais contents, que l'on qualifie de réboussiers ou reboussaires, en occitan nîmois ou montpelliérain, comme nous l'a confié Madame la vice-bâtonnière de Montpellier, chère Iris Christol. Reboussier, plus exactement, qui veut dire toujours prêt à prendre le parti du contraire, le parti du refus, parce qu'attaché viscéralement à son libre choix et à son libre arbitre. Et pour reprendre la formule consacrée, je suis réboussier, mais je ne ferme jamais les portes. Ces 2 dernières années, plus encore, notre porte fut grande ouverte, ouverte aux consoeurs, aux confrères, ouverte à tous les magistrats. Et je suis fier, en osmose avec ma bâtonnière, de dire en cette fin de mandat que nous avons bien travaillé ensemble. Cher Stéphane Noël, Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Paris,
Cher Laure Beccuot, Madame la procureure de la République de Paris, nos réunions de travail ont été constantes. Notre dialogue continue. Ensemble, nous avons continuellement cherché à améliorer, à faciliter le quotidien, les relations entre les avocats et les magistrats. Un remerciement particulier à Madame la première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, Madame Isabelle Prévost-Després, pour nos échanges réguliers et fructueux, partagés avec Monsieur le premier vice-président Alain Safar et nos confrères Elisabeth Grabli et Julien Brochot, anciens membres du Conseil de l'Ordre, sous l'œil vigilant de Anne-Marie Lagrave, directrice du pôle accès au droit et à la justice à l'Ordre. Un remerciement particulier aussi à Monsieur le procureur national financier. Cher Jean-François Bonnert, vous me pardonnerez, j'espère, mon audace. Au PNF, il y a un avant et un après Jean-François Bonnert. Un PNF qui pratique la perquisition chez l'avocat avec circonspection et parcimonie. Un PNF dont les portes sont ouvertes, qui respecte systématiquement le secret professionnel de la défense et qui admet la présence de l'avocat de la défense en perquisition de droit commun pour discuter ensemble, contradictoirement, des éléments saisis, quelle que soit la nature du secret protégé. Vous m'avez compris, le dialogue doit se poursuivre et il faut nous former ensemble à cette matière sensible et confronter régulièrement nos expériences respectives, que ce soit à l'École nationale de la magistrature ou dans nos murs. J'ai le souvenir d'un juge d'instruction qui, en perquisition, m'avait dit « Vous êtes notre garde-fou ». Oui, mais garde-fou qui, par définition, préserve de l'erreur. Alors, apprenons ensemble. Nous voulons enfin rendre hommage à tous nos confrères que nous sommes si fiers de représenter, ma bâtonnière Julie Couturier et moi-même. Vous le savez désormais, à l'égard de nos confrères, notre dévouement est de chaque instant. Il nous a toujours été inconcevable de ne pas être à leur côté jusque dans leurs bruyants et brillants excès. En osmose, là encore, avec ma courageuse bâtonnière, j'ai toujours répondu présent à nos confrères en difficulté qui nous saisissaient, jusqu'à témoigner en audience correctionnelle dans un dossier qui nous brise le cœur. Et comme c'est l'usage, à l'instar du bâtonnier, regretté bâtonnier Olivier Cousy, qui a fait de même en son temps. Alors pour conclure, notre mission dont nous avons fait un devoir a été de proclamer, de défendre la force du droit. Plus que jamais, il nous faut réhumaniser le droit, précisément concilier technique juridique et humanité, raison et sensibilité. Vous le savez, l'avocat est tenu à un devoir d'humanité, c'est l'un de nos principes essentiels. Une récente loi organique portant statut de la magistrature a ajouté cette obligation déontologique à la liste des valeurs que les magistrats eux-mêmes s'engagent à respecter. Et désormais, ils jurent de remplir leurs fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations. Comme il est essentiel, fondamental, comme il est puissant, ce mot humanité, trait d'union qui rapproche nos professions. N'est-ce pas lui, n'est-ce pas en son nom, que nous portons la robe, les uns comme les autres? La défense de l'humanité incombe aux avocats. Le jugement de l'humanité, lui, est l'apanage des magistrats. Et comme le dit le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, à qui je dois tout, il dépend de chacun de nous de promouvoir le respect de l'autre et la prééminence de l'ordre du droit sur le désordre des forces. Oui, parce que notre mission, la justice, est plus grande que nous, mais ne peut se réaliser qu'à travers chacun de nous, individuellement, chacun à sa place. Mais quelle mission, quel gageur! Un combat de chaque jour, l'engagement d'une vie. Alors, je me dois de citer notre confrère Alain Mola, éminent avocat pénaliste du barreau de Marseille, dont je salue le bâtonnier Mathieu Jacquier, qui nous livre
une admirable réflexion pleine de sagesse. Je suis devenu avocat lorsque j'ai cessé d'avoir peur des juges. Il est essentiel pour nous d'exclure la peur de notre environnement mental pour accéder au dialogue ferme et respectueux l'un de l'autre. Force à celles et ceux qui contredisent, mais ne ferment pas leurs portes, qu'ils soient avocats ou magistrats. Acteurs du monde judiciaire, je fais mienne la formule de l'immense Henri Leclerc, notre maître à tous, de croire au matin, mais aussi de croire à la nuit. Car comme l'écrivait Jacques Vergès, j'avance parmi les morts et double leur fil étonné le temps d'un regard. Avec la force inspirante des plus grands qui nous ont quittés au cours de notre mandat. Pierre, Jean-Louis, Hervé et tous les autres. Rien que des êtres qui ont dépassé leurs limites pour défendre, si fragiles derrière leurs armures de ténors, de géants qui nous hantent, qui sont à cet instant parmi nous, pour nous, parce que, tout simplement, ils sont venus veiller sur chacun d'entre nous. Acteurs du monde judiciaire, sachez que j'ai vécu des instants fantastiques aux côtés de ma bâtonnière, Julie Couturier, chère Julie. Comme je vous l'ai dit, lors de notre cérémonie de passation du bâton du 1er décembre 2021, Julie a la force de tous les courages, jusqu'à nous rendre au corridor de la Chine, au fin fond de l'Arménie, à 500 mètres de l'armée azerbaïdjanaise qui avait passé la frontière, avec pour seule protection notre robe d'avocat et la présence d'une trentaine d'avocats, dont notre confrère du barreau d'Arménie, Martoun Panossian, cher Martoun Jan, conseiller du bâtonnier d'Arménie aux affaires internationales, dont je salue la présence. Hayastan Martoun Jan. Ma bâtonnière, véritable locomotive dans le déroulement de nos obligations quotidiennes, qui a nul autre pareil, a accompli 2 mandats en parallèle, le bâtonnat déjà très lourd à porter, et la vice-présidence de droit du Conseil national des barreaux avec son espace-temps chronophage, sans jamais se plaindre, toujours enthousiaste, toujours à motiver son vice-bâtonnier, toujours en première ligne des manifestations pour les droits humains et avec la préoccupation permanente, en déontologie comme au disciplinaire, de la protection de nos valeurs essentielles, comme d'ailleurs en contestation de perquisition, pour que tout simplement vive la profession d'avocat. Ma bâtonnière, qui à mes yeux mérite tous les honneurs et toutes les réussites. Ensemble, nous vous avions promis le 7 juillet 2020, lors de notre lancement de campagne, juste en face aux 2 palais, une aurore apaisée, mot que j'emprunte à Michel Houellebecq, si bien que nous sommes fiers de transmettre à Pierre et Vanessa une relation avocat-magistrat réparée pour un futur constructif dans l'intérêt du justiciable. Acteurs du monde judiciaire, en cette fin de mandat, j'ai confiance. Acteurs du monde judiciaire, plus que jamais, en cette fin de sacerdoce en est un. Croyez-le bien, du fond du cœur, je vous aime.